Et bonjour à tous et bienvenue sur le 4e épisode de l'Entre-deux-Dés, un podcast consacré à tout ce qui touche de près ou de loin au jeu de rôle, avec à chaque fois un invité ou une invitée dans notre cas, pour discuter d'un sujet en particulier, le tout dans une ambiance chillée et détendue, comme il se doit vous commencer à connaître la rengaine. Et aujourd'hui, je reçois une autre de mes confrères de YouTube, que vous avez déjà vu sur la chaîne dans la série Le JDR Qui, Linou de la chaîne Linou Major 0 JDR, qui excelle dans la masterisation de scénarios à tendance plutôt dark, mais on y reviendra, et qui a également publié plusieurs scénarios, ainsi que créé un label. Ouais, tout un parcours, je ne vous le dis pas, et un palmarès que l'on ne manquera pas d'évoquer, mais pour l'heure, bonsoir Linou, cela me fait très plaisir de te recevoir dans cette émission. Bonsoir le scénarien, merci beaucoup, c'est à moi que ça fait très plaisir d'être dans cette émission. Et du coup, j'en profite pour te remercier une nouvelle fois pour tes petites vidéos sur le JDR Qui et te remercier chaleureusement de m'avoir invité ici. Et bonsoir, bonjour à nos amis du futur qui vont écouter ce podcast. Oui, sur la série, vous avez peut-être dû le voir passer. Si ce n'est pas le cas, allez la voir et tout. Il y a plusieurs, il n'y a pas que Linou aussi en invité, il y a plusieurs personnes. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé du coup cette série, parce que moi comme ça, en plus de ça, vous m'avez fait découvrir pas mal de JDR, notamment Noc, dont tu es on va dire la fervente fan numéro 1. Une ambassadrice, Une ambassadrice, voilà, c'était le mot que je ne trouvais pas. Et une contributrice également, car j'ai écrit un petit quelque chose qui va sortir dans le prochain recueil, mais bon, ça on verra plus tard. Que quand je vous parlais du palmarès. Alors, avant d'aborder tout ça, le palmarès et tutti quanti, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, nous parler un peu de ta chaîne dans un premier temps? C'est une question que j'aime bien poser à tous mes confrères de YouTube. Ça a été quoi le déclic, on va dire, où tu t'es dit, tiens, je vais commencer à faire un petit peu du contenu, à partager sur Internet, du contenu autour du JDR? Eh bien, ma chaîne, donc Linou Major 0 JDR, je l'ai créée peu de temps après le début du confinement. Pas très original, je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses à avoir eu ce réflexe. Moi, ça faisait très longtemps que que je rédigeais des scénarios et que j'animais des scénarios. Aussi bien d'ailleurs dans le jeu de rôle grandeur nature que pour le jeu de rôle sur table. Et je me passionnais pour ça, mais voilà, j'étais très discrète, j'étais dans mon coin, et puis avec les gens de mon cadre privé, même si j'avais très très envie évidemment de pouvoir partager, montrer ça. Et quand le confinement est arrivé, mes tables se sont arrêtées, mes associations ne pouvaient plus recevoir de public. J'avais beaucoup d'amis joueurs et joueuses qui travaillaient dans le cadre hospitalier et qui du coup devaient être très prudents, donc on ne pouvait plus réunir nos tables. Et on a commencé à jouer en ligne sur VTT, ce qui m'a vraiment plu. Alors, à la fois, y a des choses mieux et des choses moins bien que le JDR sur table, mais en tout cas, il y a des choses qui m'ont plu, que j'ai trouvé très intéressantes, notamment pour la mise en scène, musicale, image, d'avoir tous ces supports visuels, tous ces systèmes intégrés, automatisés pour gagner en fluidité. Et ça m'a donné envie donc de partager d'abord en ligne. Et puis en le faisant en ligne, je me suis dit, tiens, mais il y a d'autres gens qui font du contenu qu'on peut regarder. Donc j'ai découvert les Actual Play, je connaissais pas, donc au début du confinement. J'ai découvert les Actual Play grâce à Roll & Play, grâce à Tales of Pi, et grâce à Sombre Machination. Donc je leur fais un salut au passage, parce que c'est vraiment les 3 chaînes que je préfère, que j'adore, que j'ai poncé. Je pense que j'ai vu tous leurs épisodes, ou écouté, parce que je regarde pas toujours. Souvent j'écoute, parce que c'est plus facile avec le timing. Et je me suis dit que c'était super, que j'avais envie de proposer aussi quelque chose. Et le déclic, pourquoi devenir public, pourquoi aller sur YouTube, pourquoi maintenant ? Et bien très honnêtement, c'est parce que j'ai vu finalement très peu de femmes faire ça. Il n'y avait pas encore Cécile, en tout cas je ne la connaissais pas encore, on va plutôt dire ça, qui était dans mon cercle. Et du coup je me suis dit, et si j'étais la petite meuf qui faisait une chaîne JDR, quoi, allez, go. Et puis voilà, c'est un peu parti sur ce pari et je suis très contente de l'avoir fait. Oui, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de femmes aussi un peu dans le milieu du jeu de rôle. On m'a demandé d'ailleurs, on m'avait dit, mais pourquoi tu n'as pas fait la parité dans les vidéos de JDR Qui? Je dis, j'ai bien voulu, mais c'est-à-dire que c'est pas si facile que ça. J'avais essayé justement, mais bon,
des personnes que j'avais contactées ne m'avaient pas répondu. C'est vrai que c'est difficile. Moi-même, c'est une chose à laquelle je suis sensible et j'essaye d'avoir de la parité sur mes tables et donc dans mes actual plays aussi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis qui peuvent participer. Mais très clairement, ça demande beaucoup d'organisation et d'ouvrir des places spécifiques pour pouvoir recruter en étant inclusif. Parce que si vraiment je disais, qui veut joue, c'est vrai que j'aurais plutôt que des personnes de genre masculin et on a du mal, donc je passe le message au passage, les filles, si vous avez envie de rejoindre une commu sympa ou discuter, n'hésitez pas, franchement la porte est grande ouverte et j'attends vraiment de développer ça, donc avec grand plaisir. Alors pour aussi, là je rebondis sur ce que tu dis, hein, tout évidemment, tous les liens, que ce soit le Discord de Linou ou des liens dont on va parler, etc. Tout ça, vous retrouvez ça en description du podcast, hein, bien évidemment. Tu me fileras tout ça et je posterai bien évidemment à la suite. Donc toutes les informations, tout ce dont on va parler, ça sera en description de ce podcast. Et pour parler d'autres choses, dans la continuité un petit peu de la chaîne YouTube, tu as créé donc aussi un scénario d'abord, mais après d'autres, on va y venir. Chromatopsie, et après ça, on a l'impression que c'est le lendemain, mais quand même il y a eu du cheminement. Tu as créé un label aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, et un peu la même question qui était que j'ai posée sur la chaîne YouTube, ça a été quoi un peu le déclic pour l'un et pour l'autre, et comment t'en es arrivé là au final? D'accord. Alors, si tu veux bien, je vais commencer par Chromatopsie, puis je parlerai du label juste après, parce que je pense que Chromatopsie, c'est un peu une démarche qui déclenche le label, donc c'est pour ça on va le faire dans ce sens-là. Alors, il faut savoir que du coup, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai aussi également beaucoup joué en anglais. Sur le Virtual Tabletop Roll20, et j'ai beaucoup développé de relations sur cette plateforme, et j'ai été également MJ rémunérée. Alors je vous arrête tout de suite, ça fait pas un vrai salaire et tout, hein, mais voilà, c'était sympa, et je voulais un peu me tester sur mes capacités à enchaîner le même scénar plusieurs fois, à m'adapter aux demandes des joueurs, à être une sorte d'entertainer. Voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Ce faisant, j'ai beaucoup connecté avec des personnes de Roll20, et donc je suis devenue traductrice pour leur plateforme. Donc pas traductrice de scénario, ce qui aurait été très sexy, non, mais traductrice de l'interface. Donc l'interface anglaise, de la passer en interface française pour qu'il puisse être utilisé en français convenablement. Et puis j'ai également, du coup, par ce biais-là, réussi à intégrer donc le marketplace des créateurs de Roll20, et je suis devenue la première créatrice française à vendre du contenu, et la seule à ce jour, à vendre du contenu donc sur le marketplace de Roll20. Donc Chromatopsie existe dans ce terreau, c'est-à-dire que c'est un de mes scénarios qui a existé d'abord et avant tout pour la plateforme Roll20, qui a été playtesté, joué de nombreuses fois, que j'ai illustré intégralement moi-même, que j'ai maquetté moi-même pour grâce à leur application, et que je vendais, et que je ne vends plus là-bas du coup, mais que je vendais chez eux. Et c'était mon scénar, on va dire number one dans mon top de ceux que je vendais, parce que j'en avais plusieurs, et celui-là était le petit favori des gens. Voilà, donc ça c'est pour Chromatopsie. Alors pourquoi il existe en particulier, pourquoi je l'ai écrit, alors là il y a plein de raisons. Je vais aller au but, parce que sinon ça va être trop long, mais j'écris beaucoup. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. J'ai beaucoup de carnets autour de moi avec plein d'histoires qui sont prêtes à sortir. Mais celui-là, il est né très vite et très brutalement en 2020, parce qu'en fait j'ai eu des deuils qui étaient très très durs en 2020. Des deuils de famille d'abord, il y a des gens qui sont décédés autour de moi très proches, c'était horrible. Après vous allez sans doute trouver ça bête, mais pour moi c'était très dur. J'ai perdu mon chat que j'avais depuis 15 ans aussi, dans la même période, et puis une séparation après une relation qui avait duré 15 ans. Donc je me suis vraiment retrouvée dans une zone d'inconfort total au niveau émotionnel, et avec ces deuils qui étaient variés mais néanmoins très, très durs à gérer. Et en fait Chromatopsie, on dirait pas dans le titre, avec ce mot compliqué qui est une maladie des yeux, en fait une maladie de la vision.
On le sent pas dans le titre, mais ça traite vraiment du deuil de manière générale et de ce qu'on ferait si on avait la possibilité de changer les choses, de revoir les gens une dernière fois. Qu'est-ce qu'on ferait si la vie nous octroyait cette chance? Et c'est comme ça qu'est né Chromatopsy, qu'il est allé sur le marketplace de Roll20 et qu'il est né. Donc ça, voilà, c'est pour Chromatopsy. Je parle beaucoup, donc après, faut pas hésiter à m'interrompre. Non, mais c'est très impressionnant, parce que voilà, on a la genèse, on va dire, il y a toute une symbolique forte, du coup, qui t'a animé, ce qui a aidé, du coup, à rendre le scénario un peu plus, on va dire, à donner une âme au scénario, c'est plus que ça. Donc là, je t'en prie, continue. D'accord, ok. Et puis, dans toute cette période qui était très trouble pour moi, donc, il se passait d'autres choses, hein. Je faisais pas que ça, évidemment. Il y avait la vie, il y avait le travail, il y avait les machins. Et il y a le hasard qui fait que je connaissais pas les créateurs de cette messe édition, la maison d'édition qui a sorti donc le jeu de rôle Notes. À ce moment-là, je les connaissais pas du tout. J'avais juste le kit d'introduction puisqu'il était gratuit. Et par contre, on avait une amie commune que je salue au passage, qui est Cora Larousse. Bonjour Cora. Je l'adore. Voilà. Qui a une chaîne Clueless Cora aussi. Donc c'est vraiment ma copine de la vraie vie. Pour le coup, on se connaît bien dans la vraie vie. Et écoute, trop cool. Je suis très contente. Et donc elle me dit, avec son langage à elle, qui est toujours très très marrant, meuf, t'es tellement en retard dans le game, t'as toujours pas lu le kit d'introduction de Notes, tu crains, c'est nul. Il est chouette ce jeu, il va te plaire et t'es en retard, c'est la honte et tout, faut que tu t'en occupes. Et c'est vrai que j'avais téléchargé sans lire depuis un moment. Je le fais, je m'en occupe, je tombe amoureuse du truc, je me dis oh mon dieu, mais genre c'est génial, et donc je deviens ambassadrice comme t'as compris. et me voilà partie à faire un actual play qui va toucher très sincèrement et beaucoup plus que je l'aurais imaginé, qui va toucher très sincèrement les créateurs du jeu. L'auteur principal va être touché, le co-auteur Cédric Chaillol, c'est mon conjoint aujourd'hui. Donc voilà, la vie a fait que il a vu mon actual play, on a discuté et on a eu une sorte de rencontre au travers de ça. Et donc le chemin faisant, Chromatopsy dans les tuyaux, c'est mon petit scénar star que les gens aiment et achètent, mais d'abord sur Roll20, et il n'a pas d'existence en maquette, en bouquin, en finale. Et Cédric Chaillol est maquettiste, donc il me dit mais Linou Major Zero, viens, je maquette Chromatopsy, il est trop cool. Et moi j'étais genre non non, arrête, la timidité, je veux pas. Il est bien dans son petit coin sur Roll20, là où personne le voit trop. J'aimais qu'il soit indépendant. Alors, je m'adresse à tous les gens qui rédigent des scénars. Je pense que vous connaissez ce sentiment. Ce moment où tu dis, mais non, je suis pas légitime. Oh là là, il est bien dans un petit trou où les gens, ils sont en pay what you want, tu vois. Et puis on le voit pas trop. Ça me va, tu vois. Il y avait une sorte de timidité en moi. Et lui, il me dit, mais non, mais non. mais non, pas du tout. Il est trop bien. Il y a vraiment un truc, et là il me dit non mais il y a la patte Linou Major Zero dans ce que tu fais, on la sent quoi. Et donc cette patte c'est du romanesque, hein. Clairement c'est que c'est très centré sur les personnages, les émotions, le drama, comme on le dit dans ma chaîne, la chialasse, voilà. Donc on l'appelle comme ça. Et donc il me dit ce serait vraiment génial de le maqueter, de le faire vivre, j'ai la compétence, c'est tout ce qui lui manque, viens on le met en image et on fait un beau truc quoi. Donc on fait parce qu'on est très très content de bosser ensemble déjà. C'est assez fou. On est très content de bosser ensemble. Ah oui, donc je le précise parce qu'il y a des mauvaises langues. J'avais déjà commencé à écrire donc pour le recueil de scénarios de Notes avant d'être en couple avec cette personne. Hein. C'est par le travail que nous sommes. Pardon, parce que je vois arriver le donc non. Donc voilà. Mais par le travail, il se passe ça, et donc il est assez gentil pour me dire non mais tu mérites ça, on va faire une maquette. Donc on fait cette maquette, on sort ça. Alors à mon avis, c'est plein de défauts. Si je suis très honnête, aujourd'hui j'ai hâte que mes nouvelles productions arrivent parce que j'apprends entre chaque. Et entre chaque, il y a des choses que je ferais mieux. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était une très belle répétition générale. Je suis très fière de ce produit, même si il est lacunaire à des niveaux, voilà, pour moi. Et on le sort tous les deux, et c'est une très belle réussite, parce qu'à Octogone, les gens l'ont aimé, l'ont acheté. Je suis venue avec du stock, je suis repartie sans stock, donc j'étais très contente. Il est très beau.
Cédric Chaillol a fait une maquette fabuleuse. De toute façon, allez regarder ce qu'il fait. Ses maquettes sont dingo. Donc, si vous voulez des maquettes pour vos JDR, adressez-vous à lui. Il est graphiste aussi, donc il fait beaucoup d'images très chouettes. Et puis voilà, donc très content. Et là, on se dit, donc j'enchaîne sur le label, voilà, parce que tu vois, il y a une sorte de genèse dans tout ça. Et là, on se dit, bon, ok, on travaille tous les deux, on fait nos trucs, et on n'a pas envie, dans les ours des ouvrages qu'on va sortir, de marquer Lino Major 0 et Cédric Chaillol. Lino Major 0 et Cédric. On se dit, c'est un peu dommage, on aimerait une entité, on aimerait quelque chose qui nous représente. Et donc il y a plein de discussions là à ce moment-là, parce que voilà, comme Cédric Chaillol, il est par ailleurs le gérant de 7 Metz Éditions. Il a un travail assez fou là-dedans, qui est pas du tout indépendant, si tu veux. Il est pas du tout en mode c'est cool, quand on a le temps ça sort, quand on a le temps on envoie les trucs à l'imprimeur et on verra bien ce qui se passe en le mettant sur internet. Tu vois, il est vraiment dans une sorte de bulle de rush avec des délais, des trucs et tout, et ça a pu le fatiguer. Et donc on se dit, il faudrait qu'on ait un genre de moyen de travailler ensemble sous une étiquette, mais que ce soit confort, tu vois, que ce soit la petite bulle cool et qui ait pas ces stress de pression et de délai, que ce soit indé, et puis que ce soit peut-être aussi un moyen de faire rentrer d'autres gens dans notre délire, parce qu'on aimerait pouvoir porter des projets et être à plusieurs. Et en fait, c'est aussi, en plus, en même temps, des valeurs donc, qui nous ont fait créer le label. C'est qu'on s'est dit, il y a une chose qu'on voit peu dans le paysage ludique, enfin en tout cas JDR français, c'est vraiment les gens qui expriment très clairement quelles sont les valeurs des maisons d'édition ou des labels. Et en fait, nous, on s'est dit, on a quand même des trucs qui nous tiennent à cœur, on veut travailler tous les deux, et on a envie d'ouvrir la porte à d'autres gens. Et ben faisons une étiquette pour mettre les gens dedans. Et donc voilà, c'est né comme ça. Alors, il y a tout un tas de valeurs, principes, je vais pas faire la liste là parce que c'est compliqué, mais en gros, on va dire que les valeurs principales, c'était de pas gagner d'argent avec le label, mais d'être un groupement d'auteurs indépendants. Donc ça veut dire que si des gens veulent travailler avec nous, ils nous envoient leurs travaux, donc avancés. On complète pas les travaux des gens, on n'est pas là pour ça, il faut que ce soit rédigé. On regarde si ça correspond à notre charte, donc après, je vais pas la détailler, mais voilà, il y a une charte. Et si c'est le cas, on aide relecture, conseil, articulation de documents. On maquette gratuitement avec la maquette du DCC. C'est gratuit, hein. Vous la choisissez pas parce que c'est la couleur, on va dire, et la forme du DCC. On vous donne après votre PDF finalisé et c'est à vous de le vendre. Par contre, vous êtes obligé de mettre l'ours de notre machin et puis de dire que vous êtes avec nous, puis vous êtes sur notre site. Mais chaque auteur va rester indépendant. Donc ça, c'était hyper important pour nous de pas faire transiter d'argent, parce que c'est pas notre but. On veut vraiment mettre le focus, le phare, sur un ensemble d'auteurs qu'on trouve cool, et se réunir tous au même endroit, mais on est tous indépendants. Donc ça, c'était vraiment très important pour nous, avec un droit de regard, évidemment, puisque c'est quand même notre boulot gratuit à plein d'égards, puisque moi, je fais également toute la communication. Donc voilà, tu vois, toutes les animations, les actual plays, tout ce qui est com de manière générale sur les salons, je vais aussi m'en occuper, je fais toutes les relectures, je fais orthotypo mais aussi rédactionnel, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis Cédric fait la maquette. Et puis surtout, il y a aussi, et je vais vraiment appuyer là-dessus, donc nous on voulait écrire noir sur blanc qu'on aimerait dans le JDR français voir de l'inclusivité, donc on l'a mis dans notre charte. C'est vraiment très important pour nous. Donc, par exemple, l'écriture inclusive, on n'impose pas laquelle, mais c'est-à-dire la forme, si tu veux, on l'impose pas, mais il faut une écriture inclusive pour travailler avec nous. Les sujets abordés, pas de censure, on peut accepter beaucoup de choses, mais on veut être certain qu'il n'y a aucune complaisance dans ce qui est abordé, et puis que ce soit très... Voilà, on est très prudent sur tous ces sujets-là, on l'a formulé, on l'a écrit. Et puis on s'est lancé, et puis voilà. Et puis ça existe, et puis on a des auteurs qui travaillent avec nous. Un en particulier qui est prêt de sortir un truc l'année prochaine qui va être très fou. D'accord, ok. Et donc, oui, alors DCC pour, du coup, Dirty Clean Crew, oui. Du coup, voilà, oui, pour Dirty Clean Crew, ouais. Exactement, parce que donc, voilà. C'est le label de... C'est le label, ouais. Et donc Dirty Clean Crew pour dire qu'on fait donc du sombre, de l'horreur, des choses qui sont des sujets difficiles, etc. Toujours avec des accents dérangeants, horrifiques. Donc ça c'est Dirty, mais Clean parce que sécurité émotionnelle, respect des joueuses et des joueurs, outils pour pas faire n'importe quoi. Et comme le dit Cédric Chaillol, donc qui est mon associé sur le label, les gens avant les jeux.
Voilà, c'est notre résumé, c'est les gens avant les jeux. Et donc, on s'est appelé Dirty Clean Crew parce que un jour, Aetlas, qui est également une éditrice et une autrice, m'a dit ah, mais en fait, c'est cool de jouer des jeux d'horreur avec toi, Linou, parce que tu fais du sale, mais tu le fais gentiment. Elle avait dit ça, un truc comme ça. Et puis on s'est dit, ouais, c'est marrant, c'est vrai, ça nous représente bien et tout. Et on a gardé le sale propre, puis on l'a mis en anglais parce que ça fait style. Voilà. Oui, donc ça, après, voilà, ça, c'est du coup, ça, c'était parce que ça, du coup, ça fait partie un peu des valeurs aussi et de la charte concernant on va dire, ça permet un peu de cadrer les scénarios. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que justement, quand même, il y a un peu des fois, comment dire, on a un peu l'impression des fois que les gens profitent un peu, enfin pas les gens, mais j'ai déjà vu passer 2-3 scénarios. On a l'impression des fois que les gens profitent un peu du fait du ton d'art pour bazarder un peu tout et n'importe quoi en termes d'histoire à tout va. Et des fois, ça fait hausser un peu des sourcils. Enfin, je me rappelle avoir vu des scénarios. On va pas citer de nom, ouais, hein, mais on va pas citer de nom, mais j'en connais un en particulier qui est dans ma bibliothèque de blacklist absolue, tu vois, par exemple. Et oui, il y a des gens qui, sous couvert de faire du jeu dark, finalement s'arrêtent de respecter les gens, et ça pour nous c'était absolument hors de question. Et puis on est sur du jeu, pour ce qui nous concerne, j'irai pas jusqu'à dire politique parce que c'est un peu ronflant, c'est un peu se mettre sur une marche où on mérite pas d'être. Mais en tout cas, oui, on a des valeurs qu'on espère faire transparaître et que ça transpire un petit peu dans les productions. Donc, sur l'inclusivité à tous les niveaux, d'éviter des écueils du type dis donc dans les pré-tirés ok il n'y a pas de perso féminin ou alors ils sont pas hyper mis en valeur, d'essayer de penser d'ailleurs que en termes de genre féminin et masculin c'est un peu réducteur, on peut aussi mettre des personnages qui sont à genre ou laisser les gens complètement libres de le choisir et faire des pré-tirés du coup qui ne sont pas genrés. Essayer de penser à ce qu'on dit quand on parle de santé mentale par exemple, pour pas faire du validisme à tout va. Donc ça empêche pas que dans la fiction on peut se permettre des choses dures, même de dire des choses dures. Néanmoins, de toujours mettre le trigger warning, de toujours dire attention, c'est de la fiction. N'oubliez pas que... Enfin, voilà, on est vraiment sur ça. C'est des choses qui nous tiennent à cœur à tous les deux. Moi, c'est vrai que ce qui me tient à cœur aussi, c'est d'avoir des sujets qui sont durs, mais qui sont dans la critique, tu vois. Par exemple, j'ai un exemple que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les jeux dino. C'est une très grande inspiration pour moi. Et de manière générale, j'aime beaucoup les 12 singes. Et il a ce truc, Ino, de faire des choses qui dérangent, mais en filigrane, on sent souvent qu'il y a une énorme critique du système derrière ce qui va se produire, ce qu'il produit. Je vais prendre un exemple aussi que j'aime bien. Mehdi Sami, j'ai bien aimé ce qu'il a fait de l'héritage Greenberg. Où très clairement il y a des thèmes durs, quoi. Je veux dire, il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a des relations familiales qui sont quand même très toxiques, etc. Mais on sent toujours que c'est sous fond de critique de l'American Way of Life, de la famille, etc. Et voilà, moi ce que j'espère, c'est qu'on ait un label qui est très clair sur ça, qui dise bien, on n'est pas là pour dire qu'il y a des sujets qui s'interdisent dans la fiction, on est tous les deux des amoureux de la fiction très noire, très difficile, on aime tout ce qui est barkerien, par exemple, tu vois, ces choses-là et tout. Mais après, ça n'empêche pas que derrière, il faut être très solide sur les intentions. Et voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui habite le label à 100%. Et donc il faut, en tout cas avant d'essayer de nous rejoindre, si ça intéresse des gens de nous faire parvenir des travaux éventuellement pour publication, il faut bien comprendre que on ne travaillera pas avec des personnes qui font semblant ou qui surfent sur une sorte de woke washing ou qui se disent bon allez, mon truc il est dans un tiroir, je vais changer un pronom et puis ça va leur faire plaisir, quoi. Parce que c'est au-delà de ça pour nous, et c'est ce qui nous a un peu rejoint, fait nous rejoindre autour du label. Voilà, et puis des thèmes sombres. Alors pas des époques particulières, on n'est pas dans du contemporain forcément, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais des thèmes difficiles. Apportez-nous des trucs qui font grincer des dents et qui font réfléchir et ou qui provoquent des émotions fortes, quoi. C'est vraiment ce qu'on recherche.
Oui, parce qu'après, là, c'est vrai que c'est important, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu surtout dans du dark, d'avoir un peu de cadre. Mais j'ai bien aimé le terme que tu as employé concernant la complaisance, on va dire un petit peu. Parce que ça, c'est toujours quelque chose qui est une limite assez floue, qui fait que quand les gens, un petit peu, on va dire... les réacs un peu, mais disons que j'entends des fois des gens qui disent oh mais qui s'offusquent, mais je comprends pourquoi ils s'offusquent dans l'idée en fait de se dire oh mais on peut plus rien dire, mais c'est sûr que c'est facile après de partir dans cet extrême-là de dire on peut plus rien dire parce que ils voient ça comme une censure ou autre, mais alors qu'en réalité c'est tout simplement une manière peut-être plus intelligente d'aborder certains sujets qui peuvent être problématiques pour des personnes, même si ça reste de la fiction ou autre. Il y a des manières d'aborder, il y a des manières de prendre un peu des pincettes, bien évidemment. Et encore plus, je pense bien, dans quelque chose qui est destiné, entre guillemets, à un scénario du commerce, que j'aime pas cette expression, mais je mets toujours des guillemets, mais on va dire qui est destiné à être à des personnes qui ne sont pas dans notre cercle connu, ne peuvent pas donc avoir les automatismes de savoir quand est-ce qu'on plaisante, quand est-ce qu'on dit des trucs, on dit des mots comme ça, ou quand est-ce que c'est pas, qu'on appuie tel ou tel élément, c'est pas très important ou autre. Et donc ça c'est justement, voilà, donc pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est justement un point très important. Ayez des pincettes, mais c'est pas pour autant que vous devez vous censurer. Juste essayez de réfléchir intelligemment, même si vous abordez des sujets sales, il y a moyen de les faire propres, comme le dit c'est bien Lidou. C'est vrai, je suis très dans le dark aussi, et je fais très 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 attention à ça dans mes scénarios dark, de toujours avoir une pensée un peu propre, même si je m'autorise, bon, il y a des trucs que je me refuse des fois, mais je m'autorise pas mal de trucs aussi, mais j'essaie de toujours avoir une pensée propre, sur fond de critique, sur fond de truc, et pas bazarder du sale pour du sale, parce que bon, bah après ça c'est facile, mais ça manque d'élégance, quoi, on va pas se cacher. Et alors du coup, bon, alors on a parlé un peu des valeurs, un peu du cadre, un petit peu, donc ça c'est très bien. Alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le technique, on va dire, parce que là on parle, voilà, comme je disais, voilà, on parlait un peu, on voudrait parler dans ce podcast un peu de la création du scénario du commerce. Alors bon, il fallait bien aborder la genèse du projet, de comment on en est arrivé là. Et alors, est-ce que... Du coup, je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 1000 ans. Du tout, mais ça va, mais non, mais ça permet au moins d'avoir une jeunesse très claire et un insight très profond de comment ce projet a vu le jour. Et puis même aussi, je pense que ça donnera sans doute envie à des gens de se tenter à l'aventure, d'essayer de vous rejoindre, parce que franchement, c'est quelle épopée, inutile de le dire. Et alors, pour rentrer dans le technique un peu, je suppose, tu vas nous les expliciter, est-ce qu'il y a des différences notables entre la création d'un scénario de jeu de rôle pour ses potes, et un scénario de jeu de rôle destiné au commerce, justement? Ah oui, il y a d'énormes différences. Ah, oui. Et malheureusement, d'ailleurs, c'est celles qui mettent pas de bonne humeur en général, qui dépriment un peu. La première différence, c'est que quand on fait un scénar pour des potes ou pour faire jouer des gens, parce qu'on est MJ simplement, on n'a pas la charge de le rédiger pour qu'il soit une sorte de notice parfaitement compréhensible pour quelqu'un d'autre. On a la charge de le rédiger pour qu'il soit fun, intéressant, chouette à jouer, et voilà, et qu'on puisse l'organiser. Et ça, c'est assez facile. Alors, enfin, je vais pas aller jusque-là, c'est un peu pompeux de ma part. C'est facile pour certaines personnes, ça l'est moins pour d'autres. Mais en tout cas, on peut le faire sur un post-it, quoi. Je veux dire, c'est pas... on peut mettre une situation de départ, on peut mettre trois péripéties à peu près, ou un bac à sable si on veut pas faire un tunnel et dire, il y a tant d'indices à trouver, et puis on peut aller à tel endroit, puis next, puis voilà, puis j'ai un peu une histoire. Même si on rédige pour soi ou ses amis, on n'est jamais sur un niveau d'exigence qui va être en corrélation avec le niveau d'exigence éditoriale. Alors, je vais être très franche avec vous aujourd'hui. Quand j'ai fait Chromatopsie, il avait déjà été playtesté plein de fois, puisque je l'avais fait sur Roll20, je sais plus combien de fois, franchement beaucoup de fois. Je pense 8 ou 10 fois, un truc comme ça. Il avait été relu beaucoup par mon entourage, en fait, puisqu'à l'époque, c'était mon entourage, il n'y avait pas de processus éditorial autour de moi. Moi-même, je l'avais énormément amendé, et quand il a été maquetté, Cédric Chailleul y a porté son regard de professionnel de l'édition, ainsi que 2-3 autres amis maintenant que j'ai qui gravitent dans ce cercle.
et il a à nouveau été amendé. En tout cas, on m'a à nouveau demandé de corriger des choses dedans. Donc, il y a, et je pense d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, que ça aurait pu aller plus loin. On peut toujours corriger des choses. Donc, j'ai repris. Et en fait, ça, c'est vraiment un travail que seul le travail éditorial de rédaction va vous faire découvrir. Et ce que ça vous apprend, c'est que la différence donc primordiale, c'est qu'en fait, il faut que vous soyez très clair dans votre expression écrite. Je parle même pas là encore de savoir si vous avez du style, si vous êtes littéraire. Non, il faut que vous soyez capable de faire une notice, mais c'est une recette de cuisine, quoi. Il faut rien oublier, le moindre ingrédient, le moindre temps de cuisson. Vous voyez, ça, je fais souvent la comparaison. Parce qu'en fait, le texte d'un scénario ou d'une campagne du commerce ou même de règles, parce que écrire des règles, c'est encore un autre niveau de complexité que je découvre là, parce qu'on est en train de le faire, on finalise notre système. En fait, c'est vraiment des niveaux de précision dans ce qu'on va donner aux gens pour qu'ils comprennent qui sont incroyables. Et je pense qu'avant de rentrer dans ces processus, on s'en rend pas compte. On a l'impression d'être clair. Et au fur et à mesure qu'on reçoit les retours, on fait « Ah, en fait, j'étais pas clair ». Et c'est ce genre de... Enfin, quand on te demande de changer, par exemple, quelque chose, c'est par exemple, quand on te dit là, tel déroulé de scénario, on comprend pas, ou tel truc où on voit pas le lien entre telle partie et telle partie, c'est ça? Ou c'est-à-dire... Alors, ça peut tout à fait être ça. Et en particulier, je pense que c'est comment donner la main à la meneuse pour qu'elle ait vraiment toutes les clés de compréhension, qu'elle soit capable de tellement avoir toutes ces clés de compréhension qu'elle pourra même improviser sur ce que vous lui proposez parce qu'en fait, il n'y a pas de zone d'ombre pour elle. Et puis éventuellement, pour les meneuses moins expérimentées, ça peut être aussi de lui donner des liens, des transitions, des descriptions ou des mots-clés. Mais c'est pas forcément ça, parce que ça, je dirais que ça dépend des goûts. Il y a des meneuses qui vont aimer être complètement prises par la main, comme dans des scénars à la Pathfinder, qui sont très très directifs, etc. Mais c'est même pas encore ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment être en capacité d'avoir une expression écrite qui soit très claire. Quand vous dites à quelqu'un qu'il doit se rendre dans la scène B à tel endroit pour pouvoir obtenir tel indice, il faut jamais oublier quand vous lui dites que peut-être cet indice, il a une autre manière de le trouver, ou si par exemple les joueurs, les joueuses ne pensent pas à venir ici, tiens, est-ce qu'ils pourraient pas penser à aller ailleurs? Comment on arrive à cet endroit et comment on s'y déplace, vous voyez? Et en fait, c'est des trucs auxquels souvent on fait pas forcément attention. C'est ce que je dirais de la structuration de documents et des transitions. Souvent, il manque de structuration de documents et de transitions. Et moi, je me suis fait bien attraper l'année dernière quand j'ai écrit pour le recueil de Chroniques oubliées galactiques pour Black Book Édition. Donc je partage mon expérience. Je me suis fait bien attraper parce que j'ai fait un scénar qui était très littéraire. Moi j'ai plutôt un style à faire du blabla et des phrases longues, comme vous voyez, avec beaucoup de descriptions. C'est très dans l'ambiance, c'est très atmosphérique. J'ai pas de mal à inventer des histoires plutôt sympas à vivre. Par contre, à très juste titre, le coordinateur de projet, le relecteur, m'a fait reprendre mon travail 3 fois. Donc ça aussi, il faut être prêt. Tu sais, la différence principale, c'est qu'il faut être prêt à passer de mauvais moments. J'allais dire un gros mot, mais... Oui, parce que ça touche un peu quand même. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une personne extérieure qui te dit « Non, refais ». Ça te ramène au banc d'école où ton prof te regarde et tu prends un mur, quoi, où tu fais... Ouais, il faut être très prêt à ça, et c'est très dur, et je pense qu'après, avec l'expérience, ça devient normal. C'est un processus normal. Mais au début, vous êtes un peu chamboulé. Et là, on m'a fait reprendre 3 fois, non l'histoire, parce que l'histoire plaisait. Mais on m'a demandé, tout simplement, d'être beaucoup plus didactique sur mes transitions. Alors que pour moi, quand je le lisais, je disais, mais moi, si j'avais ça, je me débrouillerais très bien pour faire ce scénar. Et en fait, vous apprenez que c'est pas parce que vous, déjà, vous avez votre expérience. Ça fait peut-être des années que vous faites jouer. C'est pas parce que vous comprenez que les autres vont comprendre ce que vous avez dans la tête, et votre expérience ne compte pas. Et c'est un truc que moi j'ai encore du mal à faire. Je me force, je réécris, je corrige, je me fais taper sur les doigts. Mais il y a vraiment l'idée que mon expérience ne compte pas. C'est pas parce que ça fait 20 ans que je suis MJ et que là on m'a dit dans cette pièce il y a tel indice à trouver, hop, je vais bien pouvoir me débrouiller pour leur donner. C'est pas parce que moi je sais le faire que n'importe quelle personne qui va acheter ce bouquin dans un rayon de magasin va savoir le faire. Je veux dire, il y a une différence qui est phénoménale. Et en fait, c'est ça le point, et je pense que ça, c'est une vie entière de travail.
C'est une vie entière de travail. Parce qu'il y a encore des scénarios du commerce très mainstream qu'on va pas citer parce qu'on cite pas, mais que du coup, moi, je lis beaucoup. Même pas forcément pour faire jouer ou parce qu'ils me plaisent, mais parce que je benchmark. Parce que, oui, voilà, histoire de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà. Et je me rends compte qu'il y a, même dans ce qui sort sur des processus éditoriaux, on va dire, à assez grande échelle et considérés assez qualitatifs, il y a parfois des choses qui manquent encore de clarté. Et c'est un combat. Et c'est vrai qu'on est voilà, la rédaction de scénar, quand c'est pas pour l'entourage privé et pour juste être MJ et faire jouer, c'est vraiment une aventure différente. Et puis la dernière couche de différence, mais je vais pas en rajouter voilà, plus que ça, c'est qu'après, vous pouvez en plus, une fois que vous êtes clair, donc déjà c'est... Oui, c'est déjà une grande aventure d'arriver là et c'est déjà beaucoup de travail. Ensuite, ce qui serait cool, si on peut, et si vous pouvez, c'est d'insuffler un peu de couleur littéraire à tout ça. Que la personne qui lise ne lise pas une notice de médicament ou une recette de cuisine, mais que du coup vous la fassiez un peu voyager comme si il y avait des touches de roman à l'intérieur. C'est le roman du GDR, comme je l'appelle, où là on vient caler des descriptions, des ambiances, pour vraiment faire voyager le lecteur. Et c'est ce que je préfère. Alors moi, c'est vraiment là où je m'éclate. Avant, au début, quand je crée l'histoire, je m'amuse. Voilà. Quand je la rends claire et que je fais la notice du médicament, je m'arrache les cheveux et je travaille beaucoup. Et bon, c'est pas terrible comme ambiance. Pour rester motivée, c'est difficile. Et puis après, quand vraiment je prends le temps de repeaufiner l'écriture, mais vraiment sur les côtés, on va dire, plus d'enrobage et de couleur et d'enjolivement pour que ce soit chouette à lire. Et là, je m'éclate vraiment. Donc voilà. Et après, chacun va trouver ses zones de confort. Et je remarque ça aussi avec intérêt. Là, on a un auteur qui travaille avec nous. Je sais pas s'il est d'accord pour que je le dise, donc je dis pas son nom, mais un auteur qui travaille avec nous pour publier via notre label. Et lui, il est trop fort en structuration, par exemple, de documents. Mais j'ai vu le truc, j'ai fait mais j'ai à apprendre de cette personne. Et c'est ça que j'aime dans le label. C'est que du coup, moi, je vais lire des trucs et je vais apprendre des autres. Parce que du coup, ils sont plus forts que moi sur certains sujets. Et puis à l'inverse, sur le côté mettre de la littérature et rajouter de la couleur, on était là et on a fait, on va t'aider. Parce que du coup, nous, on peut rendre la notice qui est déjà très claire, mais super poétique et jolie. Et du coup, on est là, on fait, c'est trop bien, on travaille à plusieurs. Et voilà, ça, c'est très excitant, du coup. Encore, oui, voilà, parce qu'il y a quand même, voilà, alors on parle de structure aussi, ça c'est un peu, je pense que c'est vraiment très important, et j'aime beaucoup justement on va dire la métaphore que tu as utilisée un peu sur la notice un peu, et aussi le fait que, si c'est clair pour vous, ça le sera pas forcément pour n'importe qui, ça, parce que c'est vrai, ça on a tout fait même quand ça c'est pas que dans la création de scénario aussi, on a tout fait d'expliquer vaguement un truc à quelqu'un et on s'énerve limite quand il le comprend pas, on dit mais purée, mais c'est vachement clair dans mon esprit, pourquoi tu comprends pas. Et du coup, est-ce que toi tu as un peu, au niveau du processus créatif un peu, là on en a parlé un petit peu, mais au niveau de la structure un peu de ton scénario, tu commences à avoir quelque chose d'assez précis niveau calibrage, ou à chaque fois tu reprends tout de zéro quand tu recrées un scénario ou quand tu veux te lancer dans une nouvelle écriture? C'est une excellente question, ça. Et je pense que je n'ai absolument pas de modèle préétabli. J'en ai eu un tout au début, lorsque j'ai commencé à vendre mes scénarios sur Roll20, mais parce que c'était très lié à la forme. Alors ça va être très compliqué à expliquer sans être pénible et que ça prenne du temps. Bon, en gros, la forme, c'est que quand on vend un scénario sur Roll20, on est obligé d'utiliser ce que la plateforme donne comme solution de mise en page et pour montrer des documents. Et en fait, elle est assez chouette parce que c'est une sorte de fenêtre en pop-up qui peut à tout moment être montrée aux joueuses, mais que le MJ, lui, va voir tout le temps. Donc il va choisir ce qu'il va montrer en pop-up ou pas aux gens. Et du coup, rédiger là-dedans m'avait donné une sorte de modèle que je réappliquais beaucoup parce que finalement, comme j'avais l'outil technique qui marchait hyper bien, je m'en servais comme une sorte de béquille qui me permettait finalement de dire à la meneuse tu cliques sur le bouton, tu montres ça aux joueurs et puis il se passe tel truc. Il y avait un côté très jeu vidéo. Donc ça, c'était une sorte de recette que j'avais à ce moment-là. Et puis la réalité m'a rattrapée et puis j'ai été relue sur des productions plus rédigées et donc qui n'étaient plus à l'intérieur de Roll20, mais voilà que j'avais rédigé en texte directement,
où on m'a dit justement, on sent ce côté jeu vidéo, on sent ce côté, c'est un peu magique, un peu on appuie sur le bouton machin, on a l'indice truc, mais finalement c'est assez difficile de faire le lien. Et je me suis rendu compte que je m'étais fait piéger par cet outil, par cette technique, et que j'avais appliqué un peu bêtement justement une recette qui était un peu toujours pareille. Et j'ai beaucoup changé mon fusil d'épaule depuis, mais je pense que ça se remodifiera encore, puisque je pense que j'ai pas du tout fini d'apprendre, et que c'est le tout début. Donc pour moi, je veux dire, voilà, l'apprentissage va être encore long, mais aujourd'hui j'essaie de plus le faire du tout, au contraire. Je réfléchis d'abord à mon histoire, ça, évidemment comme tout le monde. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une chose qui est un dénominateur commun pour moi dans toutes mes productions, ce sont les pré-tirés, les personnages que vont interpréter les joueuses. C'est ce qui est le plus important pour moi. Je m'assure toujours qu'ils soient extrêmement vissés au récit. Au minimum, si l'histoire ne les concerne pas directement, ils ont en tout cas dans leur histoire de vie quelque chose d'assez douloureux ou d'assez exceptionnel qui va leur faire penser et leur rappeler l'histoire qui se déroule sous leurs yeux, et donc ça va les y intéresser. Et je crois que si j'ai une seule recette que je garde, c'est de commencer quasiment par ça. Je commence souvent par les personnages en fait. J'ai qu'une histoire générale, une trame générale qui n'est pas rédigée, et je construis vraiment d'abord les personnages quoi. Et ensuite, pas de recette, néanmoins, comme je disais, lire du JDR. Même des JDR qu'on n'aime pas. Moi, je lis beaucoup de JDR que je jouerai jamais. Parce qu'en fait, en termes de structuration de documents, il y a des choses qui sortent, qui sont pas ma came en termes de règles, mais c'est génial. Je parlais de Pathfinder tout à l'heure. Je déteste les règles de Pathfinder. Je crois que j'étais pas la seule à le dire dans ton émission la dernière fois. Moi, la 3.75 Next, savoir qu'une corde, elle fait 12 pieds 5, c'est bon, merci, non merci, quoi. Mais alors, par contre, les campagnes du commerce de Pathfinder sont une leçon d'écriture, donc allez voir ça par esprit de formation. Et alors ça, je le fais beaucoup. Moi, je vais énormément lire des campagnes du commerce, même assez anciennes parfois. Voilà, je lis beaucoup, comme je vous disais. Et puis, j'aime beaucoup plein de productions, évidemment beaucoup plus modernes aussi. Je lis beaucoup ce que fait Inno, comme je vous le disais, mais pas que. J'ai plein de jeux ici. Je vais pas faire la liste. Et en fait, lire, c'est une manière justement de jamais garder une recette, mais de se dire ah oui, dans tel bouquin j'ai vu qu'ils avaient fait tel truc, ça marchait hyper bien, dans celui-là j'ai vu tel truc, ça marchait hyper bien. Et du coup, ce que ça produit chez vous, c'est que finalement, pour ma part là, voilà, je sais que Chromatopsie c'était mon premier truc, je le reprends, je le relis, je fais ouais, j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû machin, j'aurais dû plus développer tel point. Parce qu'en fait, voilà, on apprend tout le temps. Donc l'idée, je crois que c'est vraiment d'une année sur l'autre. En tout cas, c'est ce que j'espère réussir à faire. D'une année sur l'autre, pas avoir la même recette, surtout pas. Et au contraire, toujours essayer de faire des choses mieux, différemment. Alors après, il y a quand même une recette de base, un truc hyper minime. Oui, faut trouver une histoire. Faut pas que ce soit un gros tunnel tout dirigiste. Et puis il faut trouver des petits twists pour la fin qui sont un peu fun. Mais après, la structure du document, je crois que là, j'ai plus de recettes. Et je fais exprès, quelque part, tu vois. Non, j'ai pas de découpage en actes dans ce que je fais. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est aujourd'hui plutôt des choses qui se rapprochent du bac à sable. Mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est pas un bac à sable où tu vas avoir des outils pour faire une aventure et puis tu verras bien sur quoi tu vas tomber. C'est plutôt un bac à sable au sens où le sens de visite des lieux n'a aucune importance. Justement, le sens des actes et de comment il va se jouer, c'est pas le truc. Moi, ce que je vais plutôt définir, ce sont des lieux ou des personnes qui ont des informations critiques pour faire comprendre aux joueuses ce qui se passe ou pour qu'elles puissent résoudre la situation dans laquelle elles sont. Et je vais vraiment décrire ça le mieux possible pour que, du coup, la meneuse, elle ait toutes les clés, elle aussi, dans son petit sachet. Voilà. Mais il n'y a pas l'idée que je vais vraiment faire un découpage temporel. En fait, ce qui s'est passé avant. Il y a une histoire, on peut la découvrir en fouillant. Mais j'essaye de m'écarter de ce chemin-là parce que je l'ai beaucoup fait. Et on m'a beaucoup dit oui, c'est très bien, mais est-ce que c'est pas un peu dirigiste ? Voilà, c'est plutôt ça la forme de mes scénarios. Mais voilà, après... En fait, c'est plutôt la forme de mes scénarios, mais ils se tiennent au niveau scénaristique et ça construit des histoires parce que, comme je le disais, je commence par les personnages. Et en fait, ils sont tous tellement drivés
par des choses qui les rattachent à l'histoire, que finalement, en allant interpréter leurs personnages, les joueuses, elles vont construire le récit, tu vois. Donc c'est vraiment une sorte de mélange magique entre des personnages qui sont très tissés à ce qui se passe, et puis des PNJ à rencontrer ou des lieux à visiter qui délivrent beaucoup d'informations. Et puis entre des péripéties où tu te fais embêter, quoi, tu vois. Mais voilà. En gros, c'est un peu ma recette magique. On va dire que si j'en ai une, c'est un peu ça. Mais ça pourrait changer. Franchement, ça dépend vraiment des sujets que je veux traiter et tout. Donc, puis on a envie de faire des choses bizarres des fois. C'est pas dit qu'un jour on fera pas un scénar que pour un MJ. Une meneuse, une joueuse, un huis clos très bizarre d'introspection émotionnelle. Enfin, on n'est pas forcément cadré sur un truc. Donc, mais pour l'instant, c'est un peu la direction des trucs que j'ai dans les tuyaux et que j'écris en ce moment, en tout cas. Ouais, alors du coup, parce que là, concernant le, là, on a vu un petit peu de quoi, on va rentrer dans le technique, on va dire, et cette structure. Alors, au-delà du fait, justement, comme tu le dis, de jamais être fermé, on va dire, à l'apprentissage, ça c'est très important, et c'est vrai que ça aussi, c'est un peu mon credo sur la chaîne, ce que je ne cesse de répéter au gré de mes vidéos, justement, de jamais être fermé à l'apprentissage et toujours avoir un petit peu... là, dans le cas des scénarios, de benchmarker, on va dire, un peu ce qui se fait et de s'ouvrir potentiellement à une évolution, que ce soit dans le processus créatif ou dans sa manière de narrer des histoires ou de créer quelque chose. Si jamais tu devais donner un, ou peut-être des conseils, hein, mais bon, tu en as déjà donné plusieurs au travers de ton expérience, à un MJ qui souhaiterait comme ça, parce que des fois, j'en vois des MJ qui se disent « Ah, j'aimerais trop créer mon scénario et que le proposer à des gens, ou peut-être même le vendre, voilà, faire un scénario du commerce », ça serait quoi les conseils, les petits conseils que tu dispenserais comme ça? Et même pourquoi pas aussi, bon, on vient d'avoir dans un second temps, mais pour labelliser chez DCC, bon, ça on a déjà un peu vu, mais dans un premier temps, ouais, ce serait quoi le petit conseil pour un MJ qui voudrait faire de la création de GDR, de scénario, pardon, du commerce? Eh ben écoute, le tout premier, c'est de l'écrire et de le rédiger, de se mettre derrière son ordinateur et de se lancer. Et pas de se dire j'aimerais bien le faire. Tant pis si c'est pas parfait, tant pis si vous avez peur, voilà. Mais vous mettez derrière votre ordinateur et tac, vous attaquez le truc. Vous attaquez le truc avec un modèle. Mon deuxième conseil, c'est il y a un scénario du commerce que vous aimez, vous avez vu sa structure, donc son sommaire. Vous avez vu son sommaire à l'intérieur du bouquin, vous avez vu en introduction il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel machin. Eh ben, écoutez, n'allez pas réinventer l'eau chaude, allez prendre ce que vous aimez, inspirez-vous de ce sommaire et dites-vous, tiens, dans mon scénar, si je devais faire les mêmes parties que ce sommaire, je mettrais quoi à l'intérieur, et rédigez-le. Et le dernier conseil, une fois que vous avez fait ça, ce qui est déjà beaucoup de travail, parce que c'est-à-dire que vous avez une idée et vous avez eu un modèle et vous avez rempli les trous avec votre propre travail, donc vous avez déjà beaucoup rédigé. Le dernier conseil, c'est ne restez pas seul. Allez voir des gens de confiance que vous aimez et qui vous respectent et qui vous aiment, qui sont bienveillants. Allez voir des gens bienveillants. C'est pas la peine de vous faire casser votre premier travail par des gens très exigeants enfin, c'est pas le but. Et faites relire à des personnes de confiance en gardant l'esprit ouvert et en vous disant ok, je vais recevoir des retours, ok, j'aurai des choses à changer, ok, ça va pas être bien la première fois, mais gardez l'esprit ouvert et faites relire à des gens. C'est vraiment les 3 étapes qui permettent de sortir un premier jet, parce que c'est qu'un premier jet. Néanmoins, c'est les 3 étapes qui font qu'on a un premier jet qui commence à être montrable à des gens qui sont pas que dans notre cercle privé et qu'on va pouvoir aller consulter pour obtenir un peu plus d'aide et de conseils. Et ou même, et ben pourquoi pas, une fois que vous en êtes là et que vous êtes assez content de votre travail, commencez par ensuite, les derniers conseils, et c'est le 4e, par vous mettre sur des plateformes où vous pouvez vendre de manière indépendante, à savoir pourquoi pas itch.io, à savoir pourquoi pas lulu.com, à savoir pourquoi pas même éventuellement, je sais pas, je crois qu'il y a Drive-Thru RPG qui le permet aussi. Et voilà, et là vous dites sur internet, bon bah je me lance, c'est mon premier truc, avec ambition et plaisir, mais en même temps avec humilité, je vous propose tel machin, mettez-le pas en gratuit s'il vous plaît, parce que tout travail mérite salaire et la création ne vaut pas 0, mais mettez-vous un petit pay what you want, ou alors un minimum de 1 euro ou un minimum de 2 euros si vous vous sentez pas très légitime.
et lancez-vous. Et vous allez voir que ça va à la fois générer des complexes nouveaux, mais à la fois vous en retirez, et puis vous aurez des retours de lecture de la part de gens. Et pourquoi pas, ça peut aussi faire évoluer votre travail, et vous allez en faire d'autres, etc. Mais pour moi, c'est vraiment ce que je dirais. C'est les quatre étapes par lesquelles je commencerai. Des retours de lecture, même des retours de jeu aussi. Ah, je l'ai fait jouer à ma table, on est parti complètement à l'opposé de tout ça. Tu te dis, ah, peut-être j'ai pas été super clair sur pourquoi sont-ils partis comme ça. Et après, voilà, ça amène du coup à calibrer de plus en plus pour comprendre et pour que les gens puissent comprendre ce qu'on a dans la tête. Et peut-être même après aussi, même ça peut aider un peu à clarifier un peu ce qu'on a dans la tête, je pense, et éviter de partir tout le temps dans tous les sens, du moins quand on crée un scénario, et de se canaliser un peu pour qu'il y ait une sorte de suite logique. Et tu me fais penser à un dernier conseil avec ta remarque, parce que justement sur ce truc de ce qu'on a dans la tête et de partir dans tous les sens, il y a vraiment une chose que je pourrais rajouter. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se lancent dans la rédaction avant d'avoir vraiment statué complètement sur des petits bullet points ou un schéma, un simple schéma de relation ou je sais pas, ou de pistes ou d'indices, après selon la forme des scénars, tout ce dont ils avaient besoin pour qu'il n'y ait pas de bug. Parce que parfois, il m'a été donné de lire là dans les derniers mois des choses ou des soumissions justement pour le DCC, et où je me disais mais c'est étrange, on dirait que la personne est en train déjà d'entamer hyper fort sa rédaction, mais qu'elle-même finalement là elle ne sait pas ce qu'elle veut nous raconter, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut nous dire, elle n'a pas abouti à cette question-là, elle n'a pas répondu à cette question-là. Donc ça aussi, commencer par quelque chose de facile, qui n'a pas trop de ramifications, pas trop d'indices dans tous les sens, etc., pour être sûr d'avoir tout et de commencer la rédaction sans avoir de trou au milieu. On s'arrête, on fait ah mince, je vais pas réfléchir à ça et du coup je l'ai pas et j'ai déjà commencé. Parce que là on le sent, et parfois justement sur ces points-là on pourrait perdre de la clarté. Une sorte un peu de squelette, on pourrait dire, avec ça après. Comme moi j'avais fait un moment dans une très vieille vidéo qu'il faudrait que je remette au goût du jour un petit peu, avec de tisser un peu les nœuds d'intrigue, on va dire, pour voir si tout est bien connecté, s'il n'y a pas de zone morte ou des nœuds d'intrigue qui sont complètement paumés. Juste histoire d'avoir un peu une sorte de mind map, un peu, histoire d'éviter tout simplement de se perdre. Parce que si on part en brut comme ça, il y a de grandes chances que on finisse par oublier certaines portions du scénario qu'on a mises, ou autre et tout. Donc c'est vrai que peut-être ça, c'est vrai, voilà, au moins de schématiser. Un peu comme si on fait on va dire, un petit peu comme si on fait la métaphore avec la peinture. Vous commencez toujours par un croquis, vous commencez pas à poser de la peinture, de la gouache comme ça, à tout va. Il faut bien avoir un petit guide quand même. Mais t'as trop raison, la mind map, je pense que c'est quelque chose qui peut être très décisif pour plein de gens. Je pense qu'on a tous une manière de la faire, après, tu vois, différente, mais oui, c'est un passage obligé. Moi, je connais des personnes qui font un sommaire, mais vide, tu sais. Et je trouve ça assez marrant. En fait, ils font le sommaire du bouquin, c'est-à-dire tous les titres, en fait, mais il n'y a rien dedans. Mais en posant tous les titres, alors ils vont peut-être changer, ils sont peut-être juste approximatifs, il y en aura peut-être d'autres, mais il y a pas mal de gens qui posent tous les titres et qui disent voilà, j'ai une très bonne structure de document, avec ça je vais rien oublier, maintenant je vais aller remplir les trous. Il y a beaucoup de gens que je connais qui font ça. C'est ce que je fais. Voilà, tu vois. C'est exactement ce que j'ai fait pour mon livre là, c'est exactement ça. Et je pense que c'est une très bonne méthode, je pense que c'est vraiment une très bonne méthode. Ouais. Disons que ça permet de cadrer et potentiellement de voir de suite si on oublie des choses, ou on voit que, parce qu'une fois qu'on est dans le flow, on va commencer, ça cadre un peu aussi, voilà. Ça permet un peu de se dire non, je vais pas parler de ça parce que je vais en parler là-bas, et donc je vais d'éplucher, d'épurer, on va dire, certains passages, et de bien mettre dans des cases et de bien ranger les choses. Je pense que oui, c'est pareil après pour l'écriture de scénario, pour histoire toujours, encore une fois, rester dans un souci de clarté. Et du coup, là après, il nous reste pour quelques minutes. Est-ce que tu as des pensées libres, des discussions? C'est toujours la tradition dans ce podcast. Des pensées libres, discussions pour parler dans les quelques prochaines minutes, là, pour glisser tranquillement, mais sereinement vers la fin de ce podcast, du coup. Eh ben oui, j'ai hyper envie de découvrir des créations. Donc si jamais des personnes ont été alléchées
par l'idée de peut-être avoir des productions qui pourraient nous rejoindre, je veux bien les regarder. Alors c'est pas parce qu'on les regarde qu'on les portera, mais en tout cas on fera des retours avec beaucoup de bienveillance même si on les porte pas. Et n'hésitez pas. Et puis oui, j'ai très envie de parler d'un grand événement qui va arriver bientôt, où je pense qu'on a des chances de se croiser, qui que vous soyez qui écoutez ce podcast, peut-être même toi, le scénarien. Mais il y a Octogone qui va arriver après l'été pour la rentrée. Octogone, c'est le plus grand salon du JDR de France. Il se trouve à Villeurbanne, à côté de Lyon. Et on y sera, on est très content d'y aller avec le DCC. Et voilà, si vous avez envie de venir discuter en vrai, dans la vraie vie de jeux de rôle, ce sera avec grand plaisir. Sinon, quoi d'autre allez voir Donjons et Dragons le film au cinéma si vous l'avez pas encore vu, il est très cool. Et c'est un beau portage de notre loisir. Je trouve que c'est un bel hommage. Et puis, aimez-vous les uns les autres, soyez très tolérants, très gentils, et voilà, et c'est trop cool. Et brossez-vous les dents. Et brossez-vous bien les dents avant d'aller vous coucher. Voilà, très important. Bon, c'est sur ces très sages paroles. Oui, moi aussi, je pense que je serai à Octogone cette année. Je vais essayer d'y aller. Allez, je n'aime pas trop de base les bains de foule, mais disons, je suis pas agoraphobe non plus, mais bon, disons que j'aime bien être tranquille dans ma campagne. Mais bon, cette année, je vais faire un effort, je viendrai à Octogone. Voilà, je l'annonce sur ce podcast. Ah, trop bien. Et on se verra alors. Tu pourras venir nous faire le coucou au stand. Ce sera avec plaisir. Ouais, avec grand plaisir aussi. Bon, trop cool. Du coup, c'est sur cette promesse et sur ces sages paroles de se brosser les dents et de s'aimer les uns les autres que l'on va vous quitter, Linou et moi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à toi, Linou, d'être venu, de nous avoir partagé vraiment tout cette épopée qui est ton parcours quand même. Merci à toi. Ça va continuer en bonne et due forme. Écoute, j'espère, on verra. Oui, je pense bien. En tout cas, je suivrai ça avec grand plaisir. Et du coup, chers auditeurs, merci à vous encore une fois d'avoir écouté ce podcast. De mon côté, avant que Linou ne vous donne le mot de la fin et le salut de la fin, vous connaissez la rengaine, c'était le scénarien. À ciao, bonsoir, les studios. Picardie indépendante.